troisième édition d'M&A Stories, le grand événement des directions M&A. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau les personnes qui sont intervenues pour la grande conférence d'ouverture de cette année qui était intitulée M&A Boussole dans les cycles complexes. Alors tout d'abord à ma gauche, Mike Eledjam, vous êtes MD au sein d'Alvarez & Marsal. Bonjour Mike. Absolument, Vous allez bonjour. bien ? Très très bien. Merci beaucoup Alvarez & Marsal, conseil financier, opérationnel, transfo, Eval. On est un cabinet de conseil indépendant, on appartient toujours à nos fondateurs et à nos associés. Et on intervient principalement sur les sujets de restructuring, de transformation et de tout ce qui touche aux deals. Éric Besançon, tout à ma gauche, groupe Head M&A de BNB Hotels. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes un habitué, hein, vous avez eu l'année dernière, vous avez eu la gentillesse de bien vouloir prendre un moment pour venir avec nous aujourd'hui. Vous dirigez le M&A au sein de BNB Hotels depuis combien de temps ? Depuis 5 ans, j'étais rentré juste avant le Covid et la direction M&A n'existait pas, donc j'ai eu la chance et le privilège de choisir mon équipe. Et en quelques années, sur 2022, 23, 24, on était le numéro un en termes d'hôtels, de nombre d'hôtels acquis. On a eu un petit peu de chance. Oui, combien d'hôtels à peu près ? On a dû en faire à peu près 150. 150 voilà. Oui, alors il y en a qui étaient des portefeuilles, mais voilà. On a été aidé aussi par le secteur. On a un secteur qui est très fragmenté, une pyramide des âges qui nous est favorable et un actionnaire qui nous supporte, Goldman Sachs. Donc on a tous les éléments réunis pour une belle croissance. Et on n'a pas qu'un seul LBO autour de la table, puisqu'on a également Aurélien Bétas-Régalin, qui est groupe Head M&A au sein de Cegid. Exactement. Voilà. Cegid, leader européen du logiciel de gestion dans le cloud. Beau deal, large cap, c'était quand le dernier LBO ? Enfin, Alors le gros, c'était en 2017, Déjà l'entrée de Silver Lake. Déjà ? Oui. Déjà. Donc 2017. 2017, Cegid, 300 millions de revenus, aujourd'hui plus d'1 milliard. Ok, donc vraisemblablement, vous êtes sur le marché bientôt, un de ces quatre. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, mais bon. Ok, on arrête là, on n'avait pas prévu d'en parler. Mais vous, par contre, vous avez prévu de parler du M&A en tant que boussole dans les cycles complexes. Alors, c'est sur toutes les bouches aujourd'hui. C'est pas facile, le marché est down, l'instabilité provoque du doute. Le doute dans le M&A, c'est pas le top du top pour avoir un deal flow extrêmement florissant. Le large cap est à l'arrêt, le mid cap ça tient le coup, le small ça va. Mais on est quand même dans une période bien particulière. On parle de boussole dans les cycles complexes. Je me retourne peut-être d'abord vers Mike. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Alors, d'abord, cycle complexe, on en parlait, Eric en parlait très très bien sur les Black Swan tous les 6 mois, il y reviendra, mais on est dans un environnement d'instabilité géopolitique qui est assez évident, avec des guerres dans plusieurs coins du monde. Un Black Swan tous les 6 tweets aussi ? Presque. C'est à peu près ça, avec les réseaux sociaux qui maintenant jouent un rôle assez prépondérant dans la vie économique. Mais voilà, une instabilité géopolitique évidente, avec des élections aux États-Unis récemment qui ont créé beaucoup de doutes et d'incertitudes pour beaucoup d'acteurs. Et voilà, donc l'environnement, et sans qu'il soit trop noir, est posé. Alors maintenant, la fonction du M&A là-dedans, c'est effectivement de participer au changement stratégique des groupes. Et ça, on voit à peu près 3 leviers principaux de l'activité M&A. La première, c'est effectivement la réflexion sur le portefeuille, avec pour certains groupes un recentrage sur les activités core, pour d'autres au contraire s'orienter vers des segments qui sont un peu plus stratégiques. Ça, beaucoup d'acteurs le font dans différents domaines. Il y a une deuxième composante qui apparaît assez évidente aussi, c'est l'acquisition de compétences ou de technologies. Ou bien l'implantation dans des zones effectivement qui sont un peu plus compliquées. Je discutais encore hier avec des gens de FDJ. Effectivement, l'acquisition, par exemple, je prends l'acquisition récente de Kindred Unibet par FDJ, répondait là aussi à un impératif qui était de faire croître plus rapidement toute l'activité online gaming. Voilà. Donc ça peut être un des objectifs du M&A. Une valeur par ailleurs dont la cote résiste bien. C'est joliment dit. C'est joliment dit. C'est très joliment dit. Et enfin, la troisième composante, c'est la gestion du risque, avec plusieurs aspects. D'abord, sécuriser pour certains approvisionnements, faire des freins à certains concurrents, en fait, donc en consolidant le marché, ou bien tout simplement s'implanter dans des pays où une acquisition pourrait être la première pierre d'un développement local, qu'un développement from scratch serait peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Donc finalement, Aurélien, Eric, recentrage et en parallèle, diversification, investissement, finalement, same, but different.
Ouais, non, c'est très intéressant et je m'inscris tout à fait à ce qui a été dit. J'apporterai une petite nuance, en tout cas une précision, c'est que contexte économique favorable, on va dire sortie de Covid, où on a vu quand même des économies qui se sont plutôt bien portées, les corporates, comme nous, ont poussé la diversification. Pourquoi? Quand il y a de la confiance sur le marché, vous dites on va prendre des risques, on va se diversifier. Aujourd'hui, contexte géopolitique un peu plus compliqué, économique aussi, on va plutôt vers du recentrage. Et on assiste aujourd'hui plutôt à des vagues du coup, de recentrage sur les corps activités moins risquées qu'on maîtrise mieux, et donc des désinvestissements potentiels, ce qui crée aussi des opportunités M&A pour d'autres. Eric? Oui, alors le marché est très acheteur aujourd'hui. Donc il faut être très conservateur sur l'argent qu'on déploie. Après, je pense qu'il y a un début de baisse des prix qui n'est simplement que la conséquence de l'augmentation du coût du financement. Donc il faut que et ça c'est pas facile à faire d'un point de vue humain, il faut que les GP fassent un deuil sur les valorisations. Tout ce qui a été acheté avant 2019 doit avoir un markdown significatif. Et ça permettra de redonner de la liquidité parce qu'un des autres points très importants du marché actuel, c'est peut-être un peu de tension entre les LPs et les GPs, puisqu'il n'y a pas eu trop de distribution des fonds de private equity à leurs LPs, et ça crée un petit peu de tension. Donc s'il y avait un phénomène de baisse des prix, quitte à réinvestir d'ailleurs ensuite les proceeds dans une nouvelle acquisition, ça leur permettra de redonner de la liquidité au marché. Encore une fois, c'est pas simple, mais c'est un processus qui va se faire sur quelques années. Et après, sur les valorisations, il faut aussi prendre en compte qu'il y a quand même des tensions inflationnistes, que ce soit l'augmentation des impôts, l'augmentation des dépenses les tarifs, tout ça, ce sont des trends inflationnistes importants. Et si la croissance se ralentit, il faut être autant plus prudent. Donc, déployons sagement et en bon père de famille l'argent de nos actionnaires. On a beaucoup parlé de bottom line et vous terminiez par la top line avec la croissance. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui est un peu nouveau, c'est la confiance dans les BP côté top line. Parce que le recentrage sur le core business, il n'est pas là pour faire joli, hein. Il est là parce que dans de plus en plus de secteurs, aujourd'hui, c'est la top line qu'on a du mal à aller chercher. Je ne sais pas si c'est ce que vous voyez, Mike, vous qui, par ailleurs, chez Alvarez, faites aussi du distressed. On intervient effectivement dans ces situations compliquées. Sur l'ajout de top line, justement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est un point important, mais ce n'est pas un point qui est suffisant. D'abord parce que la top line, on ne sait pas si elle sera dilutive ou relutive pour la profitabilité de la société, mais surtout parce que ce que regardent les investisseurs de plus en plus, à la limite, c'est comment le capital il investit, plus que de regarder en fait comment la top line elle peut évoluer. Donc je pense au contraire qu'il y a une réflexion qui sera de plus en plus poussée sur la qualité de l'investissement du capital, plus que sur en fait grossir pour grossir. Voilà. C'est un point intéressant parce que nous, dans la tech, on est très souvent valorisé sur la top line. Mais pourquoi on valorise la top line? Parce qu'il y a une qualité de revenus qui est très importante, des revenus qui sont récurrents, donc qui vont scaler en profitabilité dans les années à venir. Donc il y a cette prime à la croissance qui est clé pour le coup dans nos marchés, qui sont des marchés qui sont en train de s'équiper, en train de se digitaliser. Donc la réponse est oui, clairement. Ça a bien changé. Dans la tech, on voit bien que les VC investissent un peu différemment. Alors vous, chez Cegid, vous n'êtes plus à l'étape du VC. Mais Non, mais on est aujourd'hui un animal valorisé sur l'EBITDA, mais avec une prime importante à notre croissance. C'est-à-dire que notre multiple d'EBITDA va être plus ou moins fort par rapport au taux de croissance qu'on a sur nos revenus récurrents. Donc la croissance est clé, et via le M&A, on va essentiellement chercher, nous, de la croissance. Nous, on a une logique de croissance également. On a la chance en fait d'avoir une industrie qui est très fragmentée et où en général les opérations de M&A sont relatives immédiatement ou à très court terme, ce qui permet de dérisquer les investissements. Et on a des logiques d'expansion dans de nouveaux pays, de verticalité sur certains pays qui marchent bien. pas de session chez BNB Hotels? Non, alors pour l'instant, on est que sur des acquisitions. On a des pays qui sont un peu plus petits que d'autres. Donc peut-être que ce serait des réflexions sur ces pays, mais en général, on est plutôt sur l'acquisition. On souhaite que ça continue comme ça. On pourrait se dire que dans une phase où tout va bien, où ça roule, ça déroule, on est dans une phase d'exécution intense, que ce soit en origination, en deal et en intégration. Et dans une période plus complexe où peut-être qu'on va avoir tendance à temporiser l'exec, à se poser plus de questions, comment s'organise un peu votre journée à vous? Est-ce qu'elle change? Est-ce que votre rôle vis-à-vis de la direction générale
change aussi par rapport au questionnement, par rapport à la direction à suivre, plus que dans l'exec? On a la chance d'être dans un secteur, nous, la tech, qui est encore très dynamique. Et oui, il y a un ralentissement du marché du M&A, mais dans la tech, il est quand même beaucoup moins fort. Et on est encore sur des volumes de deals qui sont très importants, nous, de notre côté. Donc on est encore énormément dans l'exécution et le deal making aussi. Là, sur 12 mois, vous avez fait combien de deals, par exemple? Alors là, sur 12 mois, on en a 7, mais il y en a 2 très gros où on a ouvert le marché allemand et un autre au Portugal où on a là loqué le marché portugais avec un deal qui nous permet d'être aujourd'hui le numéro 1. Mais alors, tu as tout à fait raison parce que pour le coup, dans un contexte un peu plus compliqué, on va aussi regarder de manière plus attentionnée la marge. Quand on est dans un environnement très poussé par la croissance où les current trading de top line Faible sont taux. bons, voilà, exactement, on avance. On dit de toute manière, la top line va ensuite délivrer de la marge. En revanche, quand c'est moins le cas, eh ben, il faut travailler la marge directement. Donc on est plus sensible au sujet opérationnel, coûts, etc. Nous, sur BNB, on fait des acquisitions bon père de famille. Donc, on a un environnement qui est plus complexe. Par conséquent, ça peut se matérialiser de 2 façons. Un, des BP qui sont plus automatiquement en croissance à plus 2, plus 3. Donc, on prend aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal, donc on dit qu'on est là où on est en termes de croissance. Et après, on peut aussi jouer sur les KPI pour être sûr qu'on ne surpaye pas les transactions. Et avec la base de données qu'on a, en fait, parce qu'on a quand même pas mal d'acquisitions, on a la chance aussi d'avoir un grand réseau. On a 400 hôtels en France, donc on est relativement bien placé grâce à la donnée, puisque la donnée c'est aussi le nerf de la guerre, pour pricer au mieux les micro-locations des hôtels et savoir quel loyer payer pour quel emplacement. Donc voilà, la donnée est clé. Et Mike, du coup, sur ce rôle de la direction M&A, ce que eux regardent plus dans le TS, dans les due deals, est-ce qu'il y a des choses des questions différentes que l'on vous pose? Est-ce qu'il y a des comités d'invest, que ce soit en corpo ou en fonds, qui drop, qui posent plus de questions sur certains Ouais. aspects? Qu'est-ce qui vraiment se passe en due deal? Une vigilance accrue, évidemment, dans un environnement complexe comme ça, l'attention portée sur tout, hein, que ce soit les chiffres, que ce soit les problématiques ESG, les problématiques cybersécurité. Nous, en fait, de plus en plus, nos clients nous demandent des due deals sur tout un tas de sujets qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a 10 ou 15 ans. Et évidemment, sur les chiffres, on nous demande d'attendre d'avoir les clôtures, on nous demande de regarder les current trading dans les mois qui suivent. Donc ça allonge nécessairement les process. Donc oui, une attention beaucoup plus poussée et un besoin d'une exécution qui soit parfaite à tous les stades du deal, hein, que ce soit en préparation du deal, dans la phase de due diligence, dans la phase d'intégration. Tout doit être fait de manière extrêmement scrupuleuse. Et maintenant, ta question, il y a une idée que j'aimais bien. C'est qu'il y a un vrai effet multiplicateur, je trouve, du contexte de marché sur notre métier M&A. C'est-à-dire, j'ai l'exemple d'un deal là, sur lequel on était, franco-français. On était prêt à finaliser. Trump annonce son sujet sur cette nouvelle norme, les régulations sur les tarifs. Nos actionnaires ont souhaité ralentir et finalement, on n'a pas fait le deal. Alors que le deal n'était pas du tout exposé aux US, mais il y a un contexte général qui fait que tu as moins envie de prendre de risques et que en fait c'est là où je parle d'effet multiplicateur parce qu'en soi il n'y avait pas de lien direct, mais ce contexte fait que tu vas ralentir sur des deals, stopper des deals, etc. Merci infiniment à tous les trois pour votre temps. On vous remercie. Pour ma part, je vous retrouve dans un instant pour la suite de nos programmes sur Be Smart for Change. Merci à tous.